patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Comme tous les lundis soirs, Aurélie Gros et Stéphane Pellet ne sont pas avec nous ce soir, mais on les embrasse chaleureusement, tout comme l'équipe du G500, dont ils assurent la coprésidence. On en profite pour le dire. L'étape culture organisée samedi dernier à Toulon a été un vrai succès, avec des débats riches et des propositions fortes pour défendre l'exception culturelle française. Alors l'agenda citoyen se poursuit, bien évidemment. Jeunesse à Marseille, écologie dans la Drôme, et bien sûr le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne. Bientôt de retour à l'antenne. Ce soir, une émission placée sous le signe de l'engagement, de la dignité et de la solidarité concrète, avec deux invités qui portent des combats essentiels. Allez, au sommaire, ce soir, on met la lumière sur un engagement né dans l'urgence, mais sans penser pour durer, celui de l'association Ensemble Ukraine, fondée en 2022, dès les premières semaines de l'invasion russe. Cette initiative a su mobiliser en encore temps record plus de 400 volontaires à travers l'Europe, acheminer des centaines de tonnes d'aide humanitaire et surtout créer du lien entre citoyens de l'Europe et Ukrainiens là-bas comme ici. Mais Ensemble Ukraine, ce n'est pas seulement de l'aide d'urgence, c'est aussi une vision, celle d'un réseau citoyen agile transfrontalier qui s'engage pour la paix, la reconstruction et la mémoire. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir en plateau son fondateur et président, Leonid Goncharov, franco-ukrainien, entrepreneur social et activiste culturel, qui vient partager avec nous sa vision de l'engagement, les actions en cours et les prochains défis de son organisation. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on parlera également de chiffres qui dérangent mais qu'il faut regarder en face. 38% des personnes sans domicile fixe sont des femmes. 48% de ces SDF qui ont moins de 30 ans sont des femmes. Une femme sur 3 SDF est accompagnée d'au moins un enfant. Et l'âge moyen de décès des femmes sans-abri est de 45 ans contre 49 ans pour les hommes. Ces chiffres disent une chose, la précarité a un visage féminin, souvent invisible, souvent silencieux. Et c'est précisément pour ces femmes-là que la fondation DAPAT a été créée en 2020 par Daniel et Patrick de Giovanni. DAPAT, c'est un acronyme fort. Dignité, accompagnement, présence, amour et transmission. 5 piliers pour des actions concrètes au plus près des vulnérabilités dans le champ médico-social, du soin, de l'hébergement et du soutien à la reconstruction. Ce soir, on aura l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Daniel de Giovanni, cofondatrice et présidente de la DAPAT. Bonsoir. Et on parlera également de la soirée que vous avez organisée le 24 mars dernier au Théâtre Marigny. Allez, c'est parti pour les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Leonid Goncharov, rebonsoir. Alors, vous êtes président d'Ensemble Ukraine. Vous bâtissez des ponts de solidarité concrètes entre la France et l'Ukraine. Comment est née l'association Ensemble Ukraine ? Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. L'association est née d'un simple constat qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe. Je n'ai pas fondé l'association, je l'ai rejoint quelques jours après, j'ai repris la présidence plus tard. Elle a été fondée uniquement par les entrepreneurs français. Et ce qui m'a touché, c'est que tous les fondateurs n'ont eu aucun lien avec l'Ukraine, sauf un lien humain. Ils juste ne pouvaient pas accepter que ce qui se passe soit comme ça. Alors, est-ce que c'est un geste de survie, de solidarité, de colère ou un peu les trois à la fois ? Je dirais surtout solidarité et soutien. C'était un vrai geste européen. Vous êtes franco-ukrainien, entrepreneur social, engagé culturellement. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a préparé à faire face à une telle urgence humanitaire et citoyenne ? Honnêtement, rien. Rien ne peut préparer. Une prise de conscience ? Un choc psychologique quand la guerre a commencé ? C'est sûr, les premiers jours, les premières semaines, ça a été un grand choc. La seule chose qui m'a aidé, c'est plutôt les capacités d'unir les gens, les capacités d'organiser une équipe pour qu'on puisse atteindre notre objectif, pour qu'on puisse faire quelque chose qui nous paraît utile. Mais le choc, je pense pas qu'on puisse s'y préparer, surtout quand on se passe chez vous. Oui. J'étais réveillé le premier jour de la guerre, à 6 heures, par ma copine. Vous étiez où ? J'étais à Paris, en France. À Paris, oui, d'accord. Il me réveille me disant à 6 heures que ta ville est en train d'être bombardée.
D'accord. Littéralement, 6 heures du matin, on ne peut pas s'y préparer. J'ai pris 3 minutes pour me réveiller, pour nettoyer mon visage et appeler mes parents. Vous demandez comment allez-vous, est-ce que vous y êtes toujours, est-ce que vous répondez toujours. On ne peut pas s'y préparer, mais on peut y agir. Vous êtes de quelle ville, originaire de quelle ville en Ukraine? Je viens d'Odessa, c'est une... Donc sur la mer Noire. Exactement. Une ville qui est toujours ukrainienne et qui est relativement à l'abri, mais très ciblée par les Russes. D'accord, oui, parce que c'est un point stratégique. En plus, Odessa, c'est un des principaux ports de la mer Noire. Exactement. Faut-il le rappeler? À la fois commercialement, à la fois culturellement très important. Absolument. D'ailleurs, il y a même un quartier de New York qui s'appelle Little Odessa, avec tous les immigrants ukrainiens, juifs ukrainiens en particulier, qui sont partis aux États-Unis. Tout à fait. Quel type d'aide ensemble l'Ukraine a-t-elle réussi à mobiliser depuis 2022? Ça a beaucoup changé parce que les besoins ont changé. Si la première phase c'était une urgence, c'était un chaos, il fallait aider les gens à se déplacer, on aidait les gens. Parfois on achetait juste le pétrole pour que les bus puissent s'acheminer jusqu'à la France, jusqu'à d'autres pays en Europe. Pour tous les réfugiés qui partaient. Tout à fait. On envoyait beaucoup d'aide humanitaire, des vêtements, de la nourriture, tout était nécessaire. Au fur et à mesure des semaines et des mois, les premiers besoins ont été répondus, le système logistique s'est réinstallé en Ukraine et on s'est concentré sur l'aide, sur les projets de l'impact, travaillant avec des partenaires locaux qui sont un peu dans la zone grise, qui sont suffisamment grandes pour voir l'impact, mais suffisamment petites pour ne pas être financées par les États ou par les autres grands organismes comme par exemple le Croix-Rouge. D'accord. On essaie d'être le plus proche de la zone du conflit où il y a des gens en plus grand péril, en plus grand besoin. Au fur et à mesure que notre travail est devenu surtout médical, on a acheté plusieurs, par exemple, ambulances, on a restauré des hôpitaux, on a construit, grâce bien évidemment à nos donateurs, un centre d'aide psychologique pour les enfants à Kiev, pour les enfants qui ont été dans la zone de guerre, qui ont perdu parfois leurs enfants, pour les accompagner ce sont les adolescents surtout. Oui. On aussi intervient dans les cas d'urgence, comme par exemple il y a un an le barrage de Kherson qui était bombardé, il fallait évacuer en urgence. Les gens, notre force, c'est à la fois la capacité d'être en France et en Ukraine, parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui comme moi, il y a beaucoup de partenaires locaux que l'on peut vérifier, mais aussi bien qu'on est petit, on peut être rapide. Donc on peut rapidement intervenir là où c'est nécessaire et vérifier ce qui se passe sur place. Vous apportez de l'aide parce que la ligne de front est surtout à l'est de l'Ukraine, dans la région notamment du Donbass, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous apportez de l'aide uniquement dans les zones plutôt de combat ou dans toute l'Ukraine? Vous en avez parlé de Kiev notamment, là qui est hors des zones de combat, mais c'est la capitale, c'est un peu à part. Est-ce que l'aide, on a besoin d'aide un peu partout, y compris dans les zones les plus à l'ouest, comme Lviv par exemple? Vous avez complètement raison que l'aide est nécessaire partout. Même les Ukrainiens en France peuvent être dans une situation très difficile. Mais on se dit que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'ouest, donc à Lviv par exemple, ils ont un peu plus de moyens, un peu plus de gens qui peuvent leur aider que ceux qui sont plus proches de la zone de conflit. On parle de Dnipro, on parle de Kryvyi-Rih, on parle de Dnipropetrovsk, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On parle de Kharkiv. Oui. Donc les villes qui sont proches de la ligne de conflit, où les gens sont en péril et où beaucoup d'autres organisations humanitaires ne vont pas parce que c'est risqué. D'accord. Quels sont aujourd'hui les besoins les plus criants sur le terrain auxquels vous faites appel ici en France? Là où on se concentre aujourd'hui, c'est surtout le médical. C'est surtout sauver et préserver les vies. Par exemple, comme je dis, les ambulances pour pouvoir... Parce que ils sont détruits très souvent et malheureusement il y a beaucoup de blessés, y compris malheureusement beaucoup de civils. Mais aussi dans les zones un peu plus lointaines de la ligne de front, c'est les hôpitaux qui nécessitent d'être adaptés par exemple aux blessés. Mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs jambes, leurs mains, qui ne peuvent pas fonctionner de la même manière. Oui. Et les hôpitaux n'ont pas été adaptés ou pas suffisamment adaptés. Ou manque de médecins peut-être? Pas forcément des médecins. Au moins à ma connaissance, parce qu'il y a beaucoup de volontaires, y compris français, qui sont allés. Ce que nous est remonté, c'est plutôt au niveau d'équipements et de médicaments.
D'accord. Et donc vous achetez des ambulances, ça vous l'avez déjà dit, des équipements, des médicaments. Vous aidez parfois parce que les drames dont vous parlez, c'est des blessures de guerre, souvent des blessures par balle, par éclat d'obus, par mine, etc. Et là, c'est souvent des médecins militaires qui sont les plus opérationnels dans ce domaine, parce que quand ils sont partis faire la guerre du Golfe il y a plus de 30 ans, ou au Liban, ou dans toutes les zones de combat où la France va, ou d'autres pays vont également, vous en demandez à certains d'aller là-bas pour aller donner un coup de main dans les hôpitaux plus ou moins éloignés du front. Comment ça se passe ? Dans notre cas, c'est un peu plus loin du front. Donc, par exemple, c'est pas des balles, c'est surtout les éclats. D'accord, les éclats d'obus. Exactement. Et ce qui est très surprenant, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a beaucoup de civils qui sont touchés par cela aussi. Par exemple, Kherson, une ville qui a été libérée il y a un peu plus d'un an. Il y a eu d'énormes combats dès le début en 2022 de mémoire. Exactement, vous avez complètement raison, qui a été libérée en 2023, mais qui est toujours pas loin de la ligne de front, et du coup les obus peuvent atteindre la ville. Et donc c'est les mêmes blessures dont je vais parler, mais parmi les civils. Donc ce qu'il faut, c'est parfois l'équipement le plus simple comme les garrots. Oui, pour arrêter les hémorragies. Tout à fait, ce sont les backpacks médicaux. Alors c'est quoi les sacs à dos, les sacs à dos. Ah d'accord, ok. Ah, les backpacks, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de volontaires. Vous avez dit avec l'accent ukrainien, backpacks, d'accord, oui. Parce que backpacks, j'ai pas compris ce que c'était. Vous avez complètement. C'est exactement ça, oui, les sacs à dos. Il y a beaucoup de volontaires qui interviennent, qui sont sur le terrain et qui disent juste il nous faut l'équipement, il nous faut par exemple les sacs à dos, il nous faut les garrots et on va faire le reste. Léonid Goncharov, vous restez avec nous avec votre accent délicieux. Ensemble Ukraine, on se retrouve tout de suite pour les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe David. Retour des vraies voix qui font bouger la France sans Aurélie Gros et Stéphane Pellet qui étaient à l'événement, c'était les journées culturelles du G500 à Toulon. On les embrasse, on les retrouvera bien évidemment lundi prochain. Avec nous Léonid Goncharov, président de Ensemble Ukraine. Et on a, c'est notre second invité, Danielle De Giovanni, la présidente et coprésidente et fondatrice de la DAPAT. Vous vouliez poser une question à Léonid, comme votre association, on vous aura dans la deuxième demi-heure, vient en aide aux femmes, sur la situation des femmes en Ukraine. Tout à fait, et en particulier sur la question du viol comme arme de guerre. Nous avons l'année dernière donné un trophée d'honneur à Sa Majesté la Grande-Duchesse de Luxembourg, qui a créé une association qui s'appelle Rise Up, et qui fait le tour du monde. Levez-vous. Levez-vous. C'est marrant, votre accent anglais, je le comprends mieux que celui de notre ami Léonid Goncharov. Je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que c'est terrible de voir à quel point les choses se retrouvent et à quel point les femmes sont toujours en première ligne. Elles sont ciblées, en otage. Il y a un vrai problème du viol arme de guerre du côté de l'Ukraine ? Je, malheureusement, vous le confirme. Oui. On l'a constaté surtout au début, quand les Russes ont beaucoup avancé. Et ensuite, quand on a regagné certains territoires, quand on les a repulsés sur ces territoires, on a vu beaucoup de femmes qui nous ont demandé de l'aide, justement, dans les cas de viol, et de l'aide aussi médicale. Oui. Aussi beaucoup psychologique, bien évidemment, mais nous n'étions pas bien positionnés pour ce faire. Le traumatisme est terrible, elles sont abîmées pour le restant de leur jour. Oui. Alors, excusez-moi, je vous en prie. Il y a un autre exemple des femmes que j'aimerais apporter qui peut vous parler de leur force. Oui. Vous avez entendu parler de la ville de Boutcha, où il y avait des massacres à côté de Kiev. Et il n'y a plus beaucoup d'hommes qui y restent. Certains sont partis en guerre, les autres ont été massacrés. Donc, il y a des bataillons combattants qui étaient construits, uniquement des femmes, à Boutcha. Par exemple, il y a un bataillon de protection des aériens. Aériens, oui, très bien. Qui est uniquement fait des femmes de Boutcha. Et donc, les femmes ont un rôle colossal, y compris sur le front et à côté, dans la bataille ukrainienne. Alors, comment s'organise votre réseau de volontaires ? Est-ce une structure très coordonnée ou un mouvement spontané ? Pareil, ça a évolué avec le temps. À un moment donné, nous étions jusqu'à 60-70 personnes. Oui. Et c'était très porté par l'émotion, par ce qui se passait. Et nous avions des gens ici, à Paris, un tout petit peu en France, en Pologne, en Ukraine. Parce qu'au début, nous faisions beaucoup de logistique. Surtout les premiers 6 mois, parce qu'il y avait besoin des petits éléments et le logistique classique en ukrainien était cassé. D'accord. L'année dernière, l'équipe constatait à peu près de 20 personnes et les gens changent parce qu'on a 100% d'effectifs volontairement, oui. 100% de ressources qu'on a, on utilise pour l'aide pour les équipes. Donc les équipes changent. Il y a certains membres qui y sont depuis 3 ans, mais c'est une minorité.
Donc l'année dernière, nous étions 20, aujourd'hui nous sommes une quinzaine. Et notre travail aujourd'hui, c'est pas sur le terrain, mais c'est surtout organisation. Lever des fonds, partenariat avec des associations, des partenaires sur le terrain en Ukraine. On a 4 avocats dans l'équipe pour s'assurer que tous les contrôles de comment les fonds sont utilisés, que les projets soient bien menés. Donc aujourd'hui, notre travail est plutôt bureautique dans les bureaux et uniquement... D'ailleurs non, j'allais dire uniquement à Paris, mais non, on a des membres à Londres, on a un membre en Afrique, on a quelqu'un en Espagne, tous français, franco-français ou ukrainiens. Alors, on parle souvent d'urgence humanitaire, mais on parle moins de reconstruction. Est-ce que Ensemble Ukraine se projette déjà dans l'après-guerre, parce qu'il faudra bien que la guerre se termine à un moment ou à un autre? Pas encore, pour une raison simple qu'on n'a pas de moyens pour cela aujourd'hui. Et on y pense au niveau personnel, moi je suis entrepreneur, la plupart des gens sont les entrepreneurs chez nous, et on se pose des questions comment on pourrait y contribuer, mais aujourd'hui l'urgence c'est faire en sorte que ça s'arrête. Je ne suis pas sûr que pour la reconstruction, ça sera le rôle des associations, mais je pense qu'il y aura beaucoup de travail, juste des entreprises, des investisseurs, de l'État. Donc je ne pense pas qu'Ensemble Ukraine forcément participera dans la reconstruction. Quelle place pour les citoyens dans la diplomatie aujourd'hui? Est-ce que la solidarité civile, ça peut aussi faire avancer la paix, en complément bien évidemment des négociations? J'en suis convaincu, et l'exemple que je donnerai, c'est août 2023. Donc 5 mois après le début de la guerre, ma mère est venue me voir ici pour se reposer un tout petit peu. Non, c'est 2022 le début de la guerre. Pardon. Donc c'est... C'est tellement long que je me suis trompé. 1 an et demi après, donc non, c'était août 2022. D'accord, donc 6 mois après, là ça va. Ma mère est venue me voir ici pour se reposer de tous les bruits, de tous les éclats, les bombardements qu'il pouvait entendre. Et là, il ne croyait pas du soutien dont je lui parlais, que les Français, que l'association est faite par les Français et pas par les Ukrainiens, qu'il veut l'aider, qu'il a un vrai soutien. Il a rencontré des gens dans les magasins, sur la rue. On a rencontré des Allemands en se promenant. On a rencontré des Belges, plusieurs. Il ne parle pas français. Il parle à peine anglais. Il y avait des gens qui l'embrassaient. Il y avait des gens qui, sans langue, arrivaient lui transmettre le soutien. Donc cela, ça n'a pas de prix. Ça donne beaucoup d'énergie aux Ukrainiens de savoir qu'on n'est pas seul. Et je suis sûr que ce mouvement des gens, des citoyens, fait aussi en sorte que ceux qui ont le pouvoir de décider, les gouvernements, prennent les décisions pour soutenir l'Ukraine et faire en sorte que l'Europe soit unie et ensemble. Ensemble Ukraine a été fondé au début de la guerre, donc en 2022, l'année du début de la guerre. Tout à fait. Un tout petit peu plus de 3 ans et 1 mois après, parce qu'on est le 31 mars, est-ce qu'il y a une fatigue de la solidarité? Est-ce que les gens sont moins généreux? Est-ce que ça va un peu moins bien dans ce domaine, ou au contraire, est-ce que ça continue, Léonide? Il y a toujours la solidarité, mais aussi bien il y a une fatigue. Les gens sont fatigués à la fois à l'Ukraine, parce qu'ils vivent dans l'heureux depuis 3 ans, oui, à la fois ici. Je vois même dans les membres de l'association, les situations des gens ont changé, ont évolué. Il y a beaucoup de préoccupations économiques, de manière générale, en Europe, en France. Donc c'est beaucoup plus compliqué de collecter des fonds. En 2023, on a collecté 2 fois moins qu'en 23. Oui. 2024, ça se divise encore par 2, et 25, on a la même tendance. Donc chaque année, on a 2 fois moins de dettes, même si on déploie 2 fois plus d'énergie pour collecter des fonds. Alors on entend beaucoup parler de la situation sur la zone de front, bien évidemment, parce que c'est là que ça se passe en particulier. Mais quid des Ukrainiens qui vivent dans les zones non occupées? Est-ce que vous pouvez nous dire leurs besoins concrets là-bas, ou à l'heure où on se parle? Le vrai besoin, c'est la paix, mais on ne peut pas l'apporter. Oui, je pense que ce qui aide le plus, c'est savoir encore une fois qu'on n'est pas seul. C'est l'aide et le soutien psychologique. Et à la fois, c'est très faible, c'est intangible. Et à la fois, ça compte beaucoup. D'accord. Et la solidarité d'Ensemble Ukraine, c'est uniquement de France, ou ça vient aussi d'autres pays? C'est surtout en France, juste parce que nous sommes en France. Mais on a eu des donateurs et des membres d'équipe en Belgique, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis. Donc c'est très large, juste étant ici, nous sommes concentrés sur la France. Alors, ce que vous vivez depuis 3 ans maintenant, c'est quand même terrible. Qu'est-ce qui vous touche le plus? On en parlait pendant la pub, vous venez d'Odessa, une ville où votre langue maternelle, c'est le russe et l'ukrainien. Est-ce que quelque part, c'est pas... On peut dire c'est une guerre entre 2 États, mais il n'y a pas aussi une guerre... quelque part une guerre civile, vu le nombre d'Ukrainiens qui ont des origines russes et de Russes qui ont des origines ukrainiennes? Je dirais pas, non, il n'y a pas de guerre civile. J'ai pas dit guerre civile, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une double guerre dans ce conflit?
Ce que je peux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai vécu à Moscou il y a une vingtaine d'années. J'ai certains amis russes et je pensais comprendre ce pays et ces gens. Aujourd'hui, je comprends que je ne comprenais rien. Et chaque fois que j'entends quelqu'un parler russe, ça me fait très bizarre, ça me fait peur et chaque fois je m'éloigne. Même si je sais que ça peut être un Ukrainien qui vient d'Odessa, de ma ville natale. Même si avec mes parents je parle russe. Donc ça crée quelque chose à l'intérieur qui s'est cassé et je pense qu'il restera cassé pour toute ma vie. Aussi bien que pour tous les autres Ukrainiens. Mais ce n'est pas une guerre, c'est juste une cassure et une distance. Je ne veux plus rien avoir avec. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut aider votre association Ensemble Ukraine, Leonid Goncharov? Je pense qu'il y a deux moyens. Bien évidemment, pour celles et ceux qui ont des capacités, c'est l'aide financière, parce que ça nous permet justement d'apporter de l'aide humanitaire sur place. Médicale, etc. Vous en avez parlé, oui. Tout à fait. Et deuxième, c'est pas pour nous, c'est pour l'ensemble de l'Ukraine. Et je pense pour l'Europe, j'en suis convaincu, c'est juste en parler. C'est juste faire en sorte que l'Ukraine ne devienne pas un autre sujet dont on est fatigué, que l'on oublie, et qui devient juste un sujet quelque part lointain. Ça a été dès le début le sujet qui a touché tout le peuple, qui a touché tous les Français. Il faut que ça en reste un. Donc parler, partager, ne pas l'oublier. Et pour nos auditeurs, comment est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez une adresse, un site web, dites-le nous au micro. Ensembleukraine.fr. Vous le trouvez aussi facilement sur le moteur de recherche et dedans il y a un lien sur AssoConnect pour participer si vous pouvez. Sinon les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc ensembleukraine.fr ou sur AssoConnect Ensemble Ukraine, c'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup Leonid Goncharov. Je rappelle que vous êtes président d'Ensemble Ukraine. On a parlé avec vous des souffrances des femmes du côté de l'Ukraine. On va maintenant parler de ce qui se passe en France au niveau des souffrances des femmes avec Danielle De Giovanni, cofondatrice et présidente de la DAPAT. On se retrouve dans quelques instants après une courte page de publicité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros et Stéphane Pellet ne sont pas là. Ils avaient beaucoup de travail le week-end dernier avec l'organisation de l'étape culture à Toulon. On les embrasse, on les retrouvera bien évidemment lundi prochain. Et après l'Ukraine, on reçoit quelqu'un qu'on a déjà reçu, Danielle De Giovanni, fondatrice de la DAPAT, qui vient en aide aux femmes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bien dans le micro, pouvez-vous déjà nous rappeler ce qu'est la DAPAT, ce que ça veut dire? DAPAT, ça veut dire Daniel et Patrick, tout simplement, déjà. Au départ. Et puis ensuite, c'est vous et votre mari. Absolument. C'est un projet commun, un projet de couple. Nous avons décidé, à l'âge où nous nous sommes rencontrés tardivement, de choisir d'avoir un vrai projet que l'on porte ensemble, parce qu'on a déjà des enfants, des petits-enfants, c'était bon. Créer beaucoup d'entreprises, chacun de notre côté, et tout ce savoir-faire d'entrepreneurs et autres, nous avons pensé que c'était très très important de le mettre au service du bien commun. Et pour ma part, j'ai toujours donné dans ma vie 50% de mon temps en bénévolat, donc je ne faisais que continuer. Maintenant, c'est un super plein temps. Mais avec Patrick, qui a pu, de par son métier, nous apporter des vrais moyens, puisque nous avons mis à peu près 14,8 millions de capital dans ce fonds de dotation, qu'il fait travailler cet argent, et que ça nous permet d'avoir tous les ans un budget d'à peu près 1 million d'euros au profit des associations qui accompagnent les femmes. Car en fait, le vrai levier, c'est de pouvoir aider ceux qui font sur le terrain. À nos âges, on ne va pas refaire le monde, on ne va pas aller faire des maraudes, même si on en a fait nous-mêmes et qu'on sait ce dont il s'agit. Et nous savons que notre apport est surtout intéressant et efficace quand nous choisissons des associations performantes et nouvelles, des jeunes start-up, en fait, des jeunes pousses associatives sur le terrain. Nous leur apportons du conseil, de l'écoute et surtout des moyens financiers, avec quelquefois pour des gros projets, même l'achat d'immobilier, de terrain, de choses dont ils ont besoin. Mais comment est né le projet qui est né en 2020 ? Absolument, c'est né juste comment s'est passé, au moment du Covid. L'idée et la gestation, on va dire ça comme ça. Voilà, moi j'ai toujours fait dans le bénévolat toute ma vie pour les femmes, puisque j'ai le réseau dirigeante que j'ai créé en 98 des femmes pour faire progresser les femmes dans l'économie. Auparavant, j'étais présidente des femmes chefs d'entreprise pour Paris et les Hauts-de-Seine. Et donc, la vie associative
dans le milieu des femmes qui essayaient de faire, disons, d'apparaître dans le monde du travail, parce que compte tenu de mon âge, j'ai 80 ans, franchement, vous les faites pas. Je les ai, je m'en souviens souvent. Mais disons, globalement, on a vécu, les femmes de ma génération, des choses incroyables. Quand je me suis mariée, je n'avais pas le droit de signer un chèque. Oui, c'est 65 le droit pour les femmes de signer un chèque. Voilà, c'était ça. Ensuite, on a eu le planning familial. Ensuite, on a eu... Bref, c'est vraiment une évolution incroyable pour les femmes, mais ça va pas si vite que ça. Quand j'ai divorcé, moi en 76, une femme qui... Le divorce par consentement mutuel venait de passer. C'était le tout début, parce que c'est Giscard qui l'a fait voter en 75. Et donc nous avons vécu ça, c'est autant de mutations, mais aussi autant de situations nouvelles, où dans le fond, il fallait, avec d'autres femmes, essayer de prendre conscience de ces nouvelles choses dont nous pouvions disposer, mais ceci n'empêche pas que jusqu'à ce jour, il y a énormément de poches de pauvreté, de problèmes et autres. Et donc, mon expérience associative associée à l'expérience de Patrick, qui a toujours été un grand donateur, mais qui mettait pas les mains dans le cambouis parce qu'il n'avait pas le temps. Il pouvait pas à la fois faire du private equity et c'est deux salles, deux ambiances. Et de réseautage, voilà. Mais c'est ces deux expériences qui font qu'aujourd'hui, on a une force de frappe exceptionnelle, je trouve. Nous avons, en fait, décidé de ça quand nous avons été malades tous les deux du Covid. Oui. En 2020. Moi, j'étais à l'hôpital, lui était à la maison, mais on était tous les deux malades. Et en sortant de cette épreuve, on s'est dit, on n'a plus de temps à perdre. À nos âges, un jour égale un mois, c'est le minimum. Il faut que ça aille vite. Qu'avons-nous envie de faire et que faisons-nous? Et on a créé les statuts du fonds de dotation d'APAT en mai 2020. Alors, votre fonds s'adresse prioritairement aux femmes en grande détresse. Comment définissez-vous cette détresse et quel type de structure ou d'initiative soutenez-vous aujourd'hui? Alors, c'est tout type de détresse. Au départ, on a voulu, parce que j'étais touchée par cela, des femmes sans abri qui étaient avec des bébés dans les rues. Moi, j'avais du mal à supporter. Et je disais, on va d'abord s'occuper des femmes sans abri avec enfants. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la détresse des femmes ne s'arrêtait pas là. Et qu'il y avait des différentes choses, mais qu'il y avait énormément de précarité. Tous les accidents de la vie mènent à la précarité. Vous avez une femme qui est atteinte du cancer, son mari divorce, ou il la laisse, les enfants, on ne sait pas, elle perd son job, et c'est la dégringolade. Non seulement il y a la maladie, mais il y a aussi tous les soucis de la détresse. C'est aussi les femmes qui arrivent, qui sont immigrées, les femmes qui arrivent dans un état lamentable parce qu'elles ont des parcours épouvantables. On parle du viol comme arme de guerre, mais aussi comme amusement de certains passeurs et autres qui en jouent. Il y a aussi cette fameuse traite de prostitution. On fait venir des femmes pour les faire travailler en France en leur promettant monts et merveilles, on prend leur passeport, etc. Et elles se retrouvent à être exploitées, soit dans une arrière-cuisine, entre guillemets, pour faire la plonge ou autre, et ne pouvant pas partir et ne pouvant pas toucher l'argent qui lui revient parce qu'elle travaille, soit tout simplement en l'exploitant sexuellement, et ce qui est encore bien pire. Mais les dégâts sont là. Donc on a tout type de détresse. On a celles qui sont malades, on a celles qui sont en prison. C'est parce que, comme dirait un garçon que nous accompagnons, on aide l'association La Ferme Emmaüs Bodonne qui se trouve à Tarnos, près de Bayonne, et celui qui a créé ce lieu, qui est un lieu de préparation pour les femmes sous main de justice à revenir à la vraie vie. Donc il les accueille, il y a une éducation à l'agrobiologie, elles cultivent des légumes, ils en vendent ensemble et elles apprennent à vivre ensemble sans mur. Ah oui. Sauf que si elles font une bêtise, c'est terminé, elles retournent à la case départ et c'est vraiment définitivement terminé. Mais c'est cette expérience que nous finançons, parce que, et ce qu'il disait, derrière chaque femme qui est en prison, il faut regarder ce que les hommes lui ont fait. Avec toutes les expériences que vous avez vécues depuis 2020 avec des centaines de femmes en détresse, des milliers même. Est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez nous raconter qui vous a marqué plus qu'une autre? Alors, si vous en avez deux, vous pouvez, ou que vous hésitez, n'hésitez pas. C'est plus, ce que je voudrais vous raconter, c'est l'histoire d'une association, en fait, que nous avons connue avec la première édition des prix. Parce qu'on a fait les prix d'APAT, parce que, quelque part,
c'était très difficile de retrouver les petites associations sur le terrain. Elles sont pas faciles à voir. Il y a les grands acteurs, la Fondation l'Abbé Pierre, le Secours catholique, ceci, cela, mais les petites assos qui innovent, qui sont au plus proche du besoin et qui vont irriguer le territoire en ruralité, etc., on ne les voit pas. Donc la première chose, on a dit, on va jeter un coup de filet. On va dire, voilà, il y a des sous par là, venez nous voir, dites-nous comme vous êtes formidables, et à ce moment-là, on vous aidera et on vous donnera un prix. C'est pour ce que vous faites, c'est pas pour ce que vous allez faire. Et la première année, on a eu 45 résultats d'associations. La deuxième, plus de 60. La troisième, 120. Cette année, 207 associations ont candidaté au prix d'APAT. Donc, il y a vraiment des associations merveilleuses. Alors, je voulais vous raconter donc notre première expérience d'une jeune pousse associative qui s'appelle Solidarité Femmes Beaujolais. Elles sont dans ce qu'on appelle le Beaujolais vert, c'est-à-dire dans les arbres, les montagnes, ça n'a rien à voir avec le Beaujolais. Et là, ni avec le rouge, ni avec le blanc, ni avec le rosé, bien évidemment. C'est le Beaujolais vert et c'est vraiment le trou le plus incroyable que j'ai rencontré, parce que quand on a été les voir sur place, parce que nous aimons aller sur place voir les associations. C'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Ben oui. Et vraiment, c'était quelque chose. Et figurez-vous qu'ils étaient deux au chômage. Ils avaient décidé de donner de leur temps et de leur vie pour aider les femmes dans la ruralité. Oui. C'est-à-dire les qui sont souvent oubliées d'ailleurs dans les petits villages. Puis elles n'ont rien pour s'exprimer. Et elles n'ont pas de moyens de transport pour aller à la ville. Elles sont victimes de violences. Qu'est-ce que je fais? À qui je m'adresse? Comment je peux le dire? Et je ne peux pas m'en sortir. Et donc, ils avaient créé une forme de chaîne. Ils allaient de village en village, dans la mairie, avoir une petite permanence, écouter, prendre les clés pour le passeport au cas où elles arrivent à s'en aller. Car il faut savoir qu'une femme victime de violence, c'est au bout de 6 ou 7 fois qu'elles acceptent de partir pour de bon. Elles font des tentatives, mais tout de suite, la plupart du temps, elles ont des profils qui font qu'on excuse celui qui est le bourreau, et on se dit, il va changer. C'est pas possible. Il m'a dit qu'il m'aimait. C'est bon, ça va revenir, etc., etc. Donc, ils ont créé ça. Et quand DAPAT a donné un prix, ils étaient sur le point d'abandonner parce qu'ils n'avaient plus d'aide de chômage et ils ne savaient vraiment plus comment continuer. Et le fait qu'on ait donné un prix dit national parisien avec eh bien, tous les gens de leur territoire se sont mobilisés, ont apporté des fonds et ils ont eu énormément de bénévoles. Et là, d'un couple avec 3 fois rien, ils sont devenus pratiquement 40 et aujourd'hui ils reçoivent plus de 200 femmes par an. On leur a acheté un lieu où les femmes peuvent être en sécurité quand elles ont été violentées. Très bien. Là, c'est le secours immédiat. Qui se situe dans quelle ville? À Lamure-sur-Lazergue. Lamure-sur-Lazergue, d'accord, oui. Dans le Beaujolais vert, près de la gendarmerie. Très bien. Et à côté, ils ont le lieu d'accueil pour toutes les femmes qui veulent venir déposer quelque chose, écouter, et ils font de la prévention, de la formation pour les enfants. Donc voilà, ça c'est une belle aventure de quelqu'un. Et on va continuer à parler des belles aventures de la DAPAT dans quelques instants après une courte page de pub. On se retrouve tout de suite pour les vraies voix citoyennes. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe David. Les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes. On embrasse Aurélie Gros et Stéphane Pellet qu'on retrouvera lundi prochain. On a 2 très belles associations. Ce soir, on avait Ensemble l'Ukraine et maintenant Danielle De Giovanni, la présidente et cofondatrice de la DAPAT. Oui. Alors Danielle, le 24 mars dernier, c'était au Théâtre Marigny, un endroit non, pas Marigny, au Théâtre du Rond-Point. Qui est à côté de Marigny, autant pour moi, qui est de l'autre côté des Champs-Élysées. A eu lieu la 4e soirée de la DAPAT. Comment ça s'est passé? Racontez-nous ce qu'a donné cette soirée. Il y avait du beau monde d'ailleurs. Ça a été une soirée formidable parce que il y avait tous nos bénévoles et nous avons 60 bénévoles qui travaillent avec nous, donc gracieusement, en plus de notre équipe de salariés. Et nous avons vraiment voulu ne pas faire appel à des équipes extérieures, mais qui est l'âme de DAPAT dès l'entrée. Donc ça, c'est une première chose. Notre équipe de production, parce qu'on a aussi une équipe de production, parce qu'il y avait un spectacle avec, donc, globalement, la remise des prix, c'est 5 prix qui s'appellent les espoirs de DAPAT. C'est Patrick et moi-même qui donnons sans explication
un coup de chapeau à ces assos et 10 000 € pour chaque association. Puis il y a les prix du jury. Donc on a un jury qui est composé, là cette année il y avait Harry Roselmack, etc., Marie-Pierre Samitier et d'autres. J'ai choisi que ce soit des gens de médias parce que comme ça au moins ils comprennent de quoi on parle. Et quand ils remettent un prix, ils savent de quoi il s'agit puisqu'ils ont vu les dossiers et ils ont choisi parmi 20 dossiers qu'on a triés sur les 200, ils ont pu savoir ce que ça valait. Donc on a les prix du jury et on a aussi les coups de chapeau de la Société des membres de la Légion d'honneur qui donne une médaille à des associations pour leur donner un petit peu de visibilité et de leur dire à quel point elles sont méritantes. Donc ça, c'est 3 grands blocs. Et entre ça, nous avons une succession de petits tableaux, si je peux dire, artistiques. Donc notre marraine, c'était Anne Roumanoff cette année. Oui. Elle est là depuis le début. Elle a toujours été là pendant les 4 éditions. Elle a toujours voulu donner du temps pour nous et nous l'aimons beaucoup. Nous avions Isabelle Carré, qui était donc remettante d'honneur. Actrice, évidemment. Nous avons, il y a eu Julie Pietri, qui est venue spontanément, même alors qu'elle n'était même pas attendue. Donc, on a vraiment des gens remarquables qui s'impliquent. Et la première année, c'était Elsa Geberstein. Ensuite, on a eu Francis Huster. On a eu Franck Dubosc. On a vraiment des gens qui valent la peine, disons, qui se donnent la peine de soutenir ce type d'initiative. Donc, notre spectacle, il a duré plus d'1 heure et demie. Et nous avons découvert des talents extraordinaires parce que chaque artiste a adapté la chanson qu'il faisait ou la danse, parce que là on a une association qui dansait, au public, disons, à la situation des femmes. On a parlé des violences qu'ont les femmes, on a parlé des féminicides, on a parlé de tout ça avec leur art, ils ont pu faire passer quelque chose de plus fort. Y a-t-il un moment dans cette soirée qui vous a particulièrement marqué ? Oui, et je pense que Cécile, qui est avec nous, le sait, c'est le slammer. Cécile Laligan, votre attaché de presse. C'est le slammer qui s'appelle Victor, qui a fait pleurer la moitié de la salle, avec un texte extraordinaire qu'il a écrit pour Dapat pour cette soirée. Et je vous invite à aller voir sur notre site. Vous serez très certainement très touchés par ce texte et par la façon dont il a présenté cela. Donc ça, c'était un premier. Et puis aussi, la danse. Nous avons une association qui s'appelle Elle Danse. Elles amènent de la danse aux femmes qui sont victimes du cancer. Elles vont même jusqu'à faire de la danse au chevet, comme elles disent, dans les soins palliatifs. On les a reçues d'ailleurs, voilà, vous dans les les vraies voix citoyennes. Absolument. Et donc, Elles Dansent nous ont donné un spectacle avec des femmes malades et d'autres pas. Mais en tout cas, c'était magnifique, avec une joie exceptionnelle. Donc voilà les 2 moments forts pour moi. Évidemment. Vous voulez poser une question, Léonide Goncharov, à Daniel de Giovanni ? J'en ai une. Avec mon expérience passée entrepreneuriale, j'ai vu plusieurs projets qui ont été magnifiques, à l'impact social, mais qui malheureusement n'ont pas duré pour des raisons justement des moyens. Bien sûr. Et je suis curieux comment on peut aider, comment on peut aussi faire en sorte que les projets, les initiatives comme ça, petites, puissent perdurer dans la durée. Alors nous, on a toute une équipe, comme j'ai dit, beaucoup de bénévoles, et des bénévoles qui apportent leur expérience et qui vont le coacher. On fait comme le réseau Entreprendre. J'ai été aussi dans ce réseau, j'ai été au MEDEF et dans plein d'autres choses. On agit vraiment avec l'association comme on agit avec une entreprise. C'est-à-dire, on vient, on écoute, on regarde, on conseille. On essaye de leur donner les moyens. On avance de l'argent pendant un projet, c'est 3 à 5 ans, c'est pas one shot. Donc, on essaye d'avoir un projet avec eux, un projet à impact, et on les aide à y arriver en leur apportant même de la formation, parce qu'on a Tisseurs de liens. C'est un réseau que l'on a créé de dirigeants d'associations pour qu'ils se parlent entre eux, qu'ils grandissent ensemble, que l'expérience qui se passe dans le Midi, elle puisse servir le gars qui se trouve dans le Nord, et puis la fille qui se trouve à la Muan sur la Zergue dans le Beaujolais-Vert. Ils ont des choses à échanger. Le sujet, c'est les femmes en détresse. Ils travaillent tous pour la même cause, mais pas de la même façon. Et souvent, l'expérience des uns aide énormément les autres. Vous avez très à cœur la notion de transmission. La DAPAT, c'est quoi ? C'est un état d'esprit ? La DAPAT, c'est des valeurs partagées d'abord. C'est des valeurs partagées, c'est l'amour des autres. Et je peux vous dire que nos bénévoles, pour ça, ils sont absolument fabuleux. Ils arrivent avec tout ce qu'ils ont. C'est des gens qui ont beaucoup de boulot, pas mal qui sont dans le private equity, qui ont des expériences et autres. Et ils viennent, ils suivent les associations. Chaque association a au moins un parrain. D'accord. Et on va sur place, on va les voir, on se déplace. Là, il y en a un dans le Vaucluse. On va dans le Vaucluse voir la personne. Et on va voir comment ça fonctionne. On regarde les bénéficiaires, on voit si le service rendu
l'est de la manière la plus optimale et on essaye de mettre cette association en lien avec une autre qui va peut-être permettre d'être encore plus performant. Et dans les associations qui étaient présentes au Théâtre du Rond-Point, quelles ont été les lauréates? Alors, je vais vous dire, il y en a une qui feel good, qui s'appelle l'association Marie-Alphonse. Elle donnait surtout elles aidaient à avoir le numérique comme outil. Il y a Symbiose, là, c'est l'accompagnement des femmes atteintes du cancer avec des tas de choses qui soulagent un petit peu leur vie. On a le Palais des Louvres, c'est extraordinaire. Toutes les femmes traumatisées, les gros traumatismes, elles utilisent les neurosciences pour connaître leur état physique, mental, émotionnel et agir en fonction de ça. Donc il y a aussi de la technologie qui arrive là. Sororitaire, c'est des étoiles et des femmes. Elles sont éloignées de l'emploi et on essaye de les aider par l'insertion professionnelle. Donc il y a tout un accompagnement et de la formation. Et il y a Terre de Mille Pas que j'adore. Ce sont des femmes, des femmes et des fermes. C'est un groupe de femmes qui achètent des fermes et qui comme ça, vont essayer ensemble de redonner vie à la terre, de devenir des fermières, d'élever des poules, des machins, etc. Et vivre ensemble et apprendre ensemble à devenir entrepreneurs de cette ferme. Parce qu'ensuite, il faut vendre les produits. Et donc, c'est un vrai projet qu'on porte ensemble. Et ça, je trouve ça superbe. Ça, c'est les 5 premiers espoirs de DAPAT, mais vous en avez encore d'autres. Allez-y, rapidement. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Alors, une grosse minute. On a la maison de Tom Pouce. Là, c'est une aide à des jeunes femmes qui sont souvent enceintes, qui ont un bébé et qui sont mineures. Oui. Camping Care. Alors là, c'est formidable. Elles vont au-devant. Elles vont vers les publics qui sont en difficulté, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise et autres, pour les aider à sortir de leur état de dépression, si je peux dire, et de malaise. Mémé Marcel, c'est tout ce qui est éloignement de l'emploi, là aussi, avec des initiatives intéressantes. Vivre Femme, elles sont dans le Vaucluse. Donc, vous voyez, on va jusque dans ces coins-là. Des espaces de reconstruction de ces personnes pendant 6 à 12 mois pour qu'elles reviennent un peu à la vie. Et Stop aux violences entre aides, ça s'appelle SAVE. 3 missions principales. Protection de la victime en milieu dangereux, une mission d'écoute et une mission de sensibilisation et de prévention. Mais ça fait beaucoup de belles choses, de belles associations. Et comment est-ce qu'on peut aider la DAPAT? DAPAT, déjà, en faisant savoir qu'on est toujours à l'écoute et qu'on a besoin de plus en plus de bénévoles, que les associations peuvent s'adresser à nous, parce que plus on aura d'associations, plus le résultat, parce qu'une association, c'est 100, 200, 500, 1000 femmes, et il nous en faut de plus en plus. Voilà, faire savoir. Et le site web, c'est dapat.fr, D-A-P-A-T, c'est ça? Oui, .fr. Absolument, pour faire un don, pour vous aider, pour aller voir où on peut faire du bénévolat. Ouais. Merci beaucoup et bravo Danielle de Giovanni, coprésidente et cofondatrice de la DAPAT avec son mari Patrick, qu'on salue également. Merci, bravo à vous. Merci beaucoup Léonide Goncharov pour Ensemble Ukraine. Et maintenant, ça va être beaucoup plus léger. C'est les vraies voix du rugby. Bonsoir François Trio. Bonsoir Philippe David, bonsoir à tous. Alors, quel est le menu des vraies voix du rugby ce soir? Retour sur la journée de top 14. Une journée folle, avec des dernières minutes de dingue entre Montpellier, Stade Français et Val-Perpignan. Justement, vous me tendez la perche, on ne s'est pas consulté, mais Johan Codulot, l'entraîneur montpelliérain, sera avec nous, bien sûr, 20h15. Et puis ensuite, on aura Abdel Benazi, qui est désormais président du comité des 6 nations. Donc, magnifique, il représente Abdel. La France. Voilà, il sera avec nous à partir de 20h30. Voilà, et puis bien sûr, Yohann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe est là, bien sûr. Magnifique, j'aime beaucoup Abdel Benazi, mais j'ai toujours en travers de la gorge l'essai que pour moi, il a marqué contre les Box en 1995 à Il faut s'en remettre. Mais ça, je m'en remettrai jamais. C'est comme France RFA 82. Allez, tout de suite, les vraies voix du rugby avec François Trio et son équipe. Et nous, on se retrouve demain, 17h pour les vraies voix avec Cécile de Ménibus. À demain. Sud Radio à votre service.